Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au forum hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou. Le décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève cette semaine. Les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour du retrait des forces de Barkhane et de Takuba du Mali et du redéploiement de ces forces au Sahel. L'actualité, c'est aussi l'attaque contre les passagers d'un véhicule de transport dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 sur l'axe Tizougorou-Bani-Bangou, région de Tillabéri, par des hommes armés non identifiés. À suivre également dans ce forum l'analyse de nos confrères sur le point de presse de l'avocat de Mahaman Ousmane, candidat à l'élection présidentielle de 2021, dont il conteste toujours les résultats. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Issa Madougou, journaliste indépendant. Issa Madougou, bonsoir. Bonsoir Mokhtar. Ousmane Sidikou, journaliste indépendant également. Ousmane Sidikou, bonsoir. Bonsoir. Hassan Boukara, journaliste à la radio alternative. Hassan Boukara, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamad. Nous débutons ce forum de la presse par la situation au Mali et au Sahel. Mais avant, nous allons dire un mot sur Halirou Bokoy, journaliste à la retraite depuis 2020 de l'Office de radiodiffusion et télévision du Niger, ORTN, décédé dimanche 20 février à l'hôpital général de référence de Niamey des suites d'une maladie. Issa Madougou, allez-y. Tout d'abord, nous présentons nos condoléances les plus attestées à sa famille professionnelle, ses amis et connaissances et à toute la presse nigérienne. Ali Rubokoy est quelqu'un qui a su démontrer l'importance, il fait partie de ces gens avec le feu Himdamadama Adamou, qui a pu démontrer l'importance des langues dans la communication et dans la diffusion de l'information. Aujourd'hui, ils ont su, paix à leurs âmes, montrer la voie. Insuffler une nouvelle dynamique. C'est aujourd'hui à nous, la nouvelle génération, de saisir cette opportunité et de jouer ce rôle afin que ceux qui n'ont pas pu aller à l'école, qui ne puissent pas comprendre le français, puissent être aussi servis d'informations saines, fiables et crédibles à travers nos langues nationales. Et Hassan Boukara, ce vide peut-il être comblé? Difficile, hein? Je commence aussi par présenter mes condoléances à sa famille, ses amis, à toute la famille de la presse. Je pense qu'il va laisser un grand vide. L'espace qu'il a occupé pendant sa longue carrière à l'ORTN va rester vide. Il va beaucoup manquer aux amateurs de la lutte traditionnelle, aux amateurs de la culture. Le sport roi au Niger. Qui l'ont beaucoup suivi sur les antennes de la télévision nationale, de la radio nationale. Que son âme repose en paix. Ousmane Sidikou. Mokhtar, je joindrai ma voix à celle de votre confrère pour souhaiter vraiment mes condoléances les plus attristées à sa famille biologique, à l'ORTN et à l'ensemble de la presse nigérienne. Moi, je dirais que c'est un vide abyssal que Halir Bokoy laisse dans le domaine des médias, parce que tout le monde a souvenance de ses commentaires, notamment de la lutte traditionnelle, de l'animation d'une de ses émissions phares, Taurara Makada, mais aussi ses présentations, journaux, et radio et télé. Donc, c'est dire que c'est un vide abyssal. On ne peut que prier pour le repos de son âme ainsi que celle de tous ceux qui nous ont précédés. Donc, c'est un vide abyssal qu'il laisse, mais prions que leur talent puisse servir de boussole à nous autres ainsi qu'à la jeune génération des journalistes, à leur emboîter le pas. La preuve même est à la retraite, à la dernière édition de la lutte traditionnelle, il aurait fallu qu'on l'amène pour commenter. C'est dire combien l'illustre disparu faisait avec passion le métier qu'il a servi. Donc, on atteste la flopée, la marée humaine ayant assisté à son inhumation, ainsi que les témoignages qui ont fusé de partout. Une fois de plus, nos
condoléances les plus attristées à sa famille biologique, l'ORTN et la presse nigérienne en général. Revenons à présent à notre premier sujet de ce forum de la presse. Après un dîner de travail à l'Élysée mercredi 16 février, auquel ont pris part une trentaine de dirigeants africains et européens et le Canada, la France et ses partenaires ont annoncé jeudi 17 février le retrait de leurs forces militaires du Mali après 9 ans d'intervention contre les djihadistes. Néanmoins, entre 2500 et 3000 soldats français resteront déployés dans le Sahel, rapporte le site de RFI. Selon la même source, les pays signataires ont convenu de poursuivre leurs actions contre le terrorisme au Sahel et dans le golfe de Guinée, des pays devenus des priorités de la stratégie d'expansion des groupes terroristes, a déclaré le président français Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse. Hassan Boukara, que peut-on concrètement retenir au sujet de cette annonce du président français faisant cas du retrait de Barkhane et de Takuba du Mali pour les redéployer dans certains pays du Sahel tels que le Niger? Merci. Bon, je pense que les Maliens ont clairement affirmé que les rapports avec la France ne vont pas bien avec eux. Ils considèrent qu'ils n'ont pas de résultats, avec des critiques très fortes, en tout cas entre Français et Maliens, au point où les Français ont considéré, après l'expulsion de leur ambassadeur, à la demande de Bamako, donc du coup, ils ont considéré qu'ils ne peuvent plus continuer à rester sur le territoire malien. Maintenant, le débat qu'ils posent, c'est un débat de... Oui, Hassan Boukar, est-ce que ces critiques vous paraissent fondées, les critiques des Maliens? Ce que j'ai pu entendre des Maliens, c'est de dire... on a pensé qu'ils pouvaient nous aider. Pendant 9 ans. Voilà, ils sont arrivés et les Maliens disent quand ils sont arrivés, tout ce qu'on appelle attaques terroristes, ces groupes terroristes étaient confinés notamment dans la partie nord du Mali. 9 ans après, ils n'ont pas su aider véritablement l'armée malienne puisqu'il fallait faire monter, n'est-ce pas, en puissance l'armée malienne, selon l'expression consacrée. Ce résultat n'a pas été obtenu. Ils n'ont pas pu mettre fin aux attaques terroristes. Et du coup, les Maliens considèrent qu'ils ne peuvent plus continuer à croiser les bras. Pendant 9 ans, ils ont patienté, mais ils voient qu'ils n'ont pas de résultats et qu'il fallait chercher d'autres partenaires. C'est pour ça qu'ils sont allés chercher la Russie, la Chine et d'autres partenaires. Donc, eux, ils essaient de faire ce qui les arrange. Maintenant, en demandant, en faisant ce que les Français, après l'expulsion de leur ambassadeur, ont pensé qu'il fallait quitter. Alors, il y a tout ce débat sur s'ils partent, ils laissent les Russes s'installer. On voit bien à quoi ça renvoie dans le contexte actuel, cette adversité entre Occidentaux et Russes. Et on connaît ce qui s'est passé en Centrafrique. Et donc, on vient vraiment vers ce schéma où les Russes remplacent les Français à Bangui et autour de la présidence en Centrafrique. Donc, voilà. Maintenant, pour les Français, il faut trouver un autre point de chute. Donc, alors, ça ressemble un peu à aider les Français, en fait. Ils ont perdu un terrain sur lequel ils sont. Il faut donc leur donner quelque part où ils vont débarquer en attendant. Bon, évidemment, le problème, c'est que les raisons pour lesquelles ils sont partis du Mali sont aussi valables dans beaucoup de pays au Sahel. Les critiques qui ont été faites contre l'armée française, on les a entendues ici à Niamey. C'est qu'ils qualifient de sentiment anti-français. Alors, évidemment, ce sentiment, il y a certes tout le poids du passé qui n'a pas été soldé, lié au franc CFA, à la colonisation, à la France-Afrique, on peut le dire. Mais autour de cette lutte contre le terrorisme, c'est que les gens disent qu'ils ne voient pas les résultats. Regardez un peu ce que disait le président du Niger la semaine passée sur France 24. Il dit que voilà, les résultats sont mitigés. Rappelez-vous qu'on est passé d'un moment dans ce pays où l'ancien président disait ceux qui critiquent l'armée française font pire que les terroristes, à une situation où le président élu, le premier des Nigériens, dit mais les résultats sont mitigés. De la bouche d'un diplomate, ça ressemble vraiment à dire que cette armée a échoué. Donc je pense qu'en une décennie, l'armée française a prouvé
en tout cas en Afrique sahélienne, qu'elle a du mal à avoir les résultats. De la même façon que pendant des années, les Américains sont restés en Irak sans véritablement avoir des résultats. En Afghanistan, les Français aujourd'hui, 10 ans après, on a du mal à avoir les résultats. Et du coup, là où il arrive, finalement, on s'est dit, mais alors, qu'est-ce qu'ils vont apporter? Donc, je pense que le débat est un peu sur ce point-là aujourd'hui. Issa Madougou, le directeur de l'information et des relations publiques des armées du Mali, colonel Souleymane Dambélé, déclare à propos du retrait des forces Barkhane et Takuba que la présence française n'a rien apporté à la lutte contre le terrorisme, comme l'a expliqué tout à l'heure Hassan Boukar. Quelle est votre opinion à ce sujet? Merci Mokhtar. Moi je pense que les Maliens, à travers leur gouvernement, ils sont dans leur droit de dénoncer ce qui ne va pas dans une coopération. Les critiques sont justifiées oui, parce que quand on prend de 2013 à aujourd'hui, en 9 ans, quel a été le résultat? Le terrorisme qui était localisé au nord a trouvé maintenant un ancrage au niveau du centre du Mali où il fallait quelques jours, il y a quelques semaines de cela, que les forces maliennes, les femmes ont commencé à mener des opérations pour pouvoir libérer quelques communes. Alors, les gens ne voient pas, il y a cette difficulté qui est là, les gens ne voient pas de résultats tangibles. Et alors, qu'est-ce qui explique la continuité de ce partenariat? Donc, ils sont dans leurs droits. Il faut voir, moi je vois aujourd'hui cette problématique au-delà de ce que les gens pensent. Parce qu'il faudrait que la France soit sûre qu'il y a eu un échec. Quand le président français vient faire... soit sûr ou bien qu'elle accepte. Qu'elle accepte cela, qu'il y a eu un échec. Aujourd'hui, toute la difficulté pose qu'on n'a pas de résultat pour qualifier ces 13 ans d'expérience. C'est 9 ans de présence au Sahel. En quoi on peut quantifier ça par rapport à sa plus-value pour la sécurisation des personnes et de leurs biens? Le terrorisme a pu même aujourd'hui muter pour aller vers d'autres horizons où on ne connaît pas. Aujourd'hui, à travers cette décision, moi, ce que je vois, c'est qu'il faut que les pays du Golfe aussi fassent très attention. Parce le Togo et le Bénin, plus la Côte d'Ivoire et le Ghana. Quand on dit on va redéployer la force Barkhane et Takuba vers d'autres destinations, et plus précisément dans le littoral, du golfe de Guinée, c'est qu'il faudrait qu'on fasse très attention, que nos États fassent très attention dans aujourd'hui la définition de l'installation de ces bases. Tirer les enseignements de ces 9 ans-là qui n'ont apporté aucun résultat en matière de sécurisation. Il faut que nos pays aujourd'hui modèlent ce partenariat au contexte. Parce qu'il ne suffit pas de dire seulement qu'il faudrait aller vers la guerre seulement. Il faudrait qu'il y ait aussi cet appui pour amorcer un développement, qu'il y ait des stratégies nouvelles adaptées au contexte local. Par exemple, aujourd'hui tout le monde sait que les groupes qui opèrent, il y a cette différenciation que l'on ne comprend même pas dans les attaques contre ces groupes par rapport aux actions de la force Barkhane. Il y a le JS. La France a plusieurs fois intensifié ses actions contre le groupe EJS, État islamiste au Grand Sahara, que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et Amadou Kounfa. D'ailleurs, même on a vu ce groupe qui a fait même son expansion parce que aujourd'hui, ce groupe est compris entre le Niger, le Mali et le Burkina. Et d'ailleurs, même il se trouve même dans la Tapoa. Parce que c'est le même groupe, ces éléments de ce même groupe qui ont revendiqué les attaques au niveau de Porga et à la frontière avec le Burkina et Bénin. Le Bénin. Et donc, on sent qu'il y a une transposition vers toujours cette notion des 3 frontières de ce conflit-là. Cette insécurité, on est en plein droit de le dire qu'elle est entretenue. Et si elle est entretenue, c'est que les gens qui disent qu'ils sont là pour mettre fin à cette insécurité, c'est ces gens-là qui ne font pas réellement leur travail. Ousmane Sidikou, comment le retrait de ces forces Barkhane et Takuba a-t-il été décidé et quelles seraient les conséquences de ce retrait? Merci Mokhtar. Ça me rappelle aussitôt l'annonce faite des propos d'un confrère malien qui m'a appelé, il me dit mais mon gars, nous on se débarrasse mais on a l'impression que vous êtes la poubelle. Donc vraiment ça résume tout. Mes collègues l'ont dit sans langue de bois. Moi je pense que il
il faudrait que les choses soient bien redéfinies. Aujourd'hui, ayez souvenance, ces mêmes troupes françaises là au Mali, avec Barkhane, ils avaient été acclamés en héros. Mais à l'épreuve des faits... C'est autant de Serval. Tu vois. Donc, moi je me dis que il faudrait que la France revienne sur terre, qu'elle accepte que le cordon ombilical là soit coupé, même si elle refuse de l'admettre. Aujourd'hui, c'est ce négo surdimensionné de ce président français qui l'a amené. Les Maliens disent que bon, voilà, après tel nombre d'années, l'insécurité ne fait que s'aggraver. Donc, il faut redéfinir maintenant les accords qui nous lient à votre pays. Donc, l'un dans l'autre, moi, je pense que ce redéploiement-là, dans notre pays, il ne faut pas rêver grand. Hein, parce qu'on a toujours dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. D'ailleurs, moi, je suis un peu surpris et souvenance des propos de notre président par rapport à l'installation, à un moment donné, quant au développement ou bien l'accroissement de ce sentiment anti-français-là dans les pays africains, notamment le Niger. Il a bel et bien dit que le Niger n'a pas besoin de ces bases, mais nos forces ont besoin d'appui. Il avait bien dit qu'il n'avait pas besoin de soldats français sur nos sols. Bon, donc maintenant, que tout se soit joué, que ce soit au passage de Paris au Niger ou bien de là-bas, mais je pense que c'est un gros coup. Maintenant à eux, aux gouvernants, d'en prendre toute la mesure d'un tel acte, parce que c'est même paradoxal. Au même moment où se développe ce sentiment quant à la présence de ces bases étrangères et qu'on ait accepté, pour des raisons qui leur sont propres, que ces forces soient redéployées au Niger, il y a vraiment matière à réfléchir. Hassan Bouka, vous voulez ajouter quelque chose rapidement? Oui, parce que pour moi, cette présence, elle va faire débat. Mais je pense aussi que par cette attitude, la France met mal à l'aise ses régimes partenaires. C'est-à-dire, la France fait cette demande à des régimes qui ont du mal à lui dire non. Ce que les colonels maliens disent de Bamako, là, vous aurez du mal à trouver son deuxième en Afrique francophone. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent non à la France. Et donc, la France fait cette demande à des régimes qui sont déjà fragilisés par l'insécurité. Et du coup, finalement, lorsque la France fait cette demande, les régimes l'acceptent, ça arrive, ça fragilise davantage les régimes. Passons au second sujet de ce forum de la presse. 18 morts, 8 blessés, dont 5 graves, évacués à l'hôpital du district de Walam. C'est le bilan d'une attaque d'hommes armés non identifiés contre les passagers d'un véhicule de transport dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 sur l'axe Tizogourou ou Bani Bangou dans la région de Tillabéri, selon une source municipale contactée par le studio Kalangou. Ousmane Sidikou, la zone dite des 3 frontières en Niger, Mali, Burkina Faso, dans laquelle est situé le département de Bani Bangou, est devenu ces dernières années le théâtre d'opérations des groupes armés qui mènent des attaques meurtrières de part et d'autre des frontières, prenant pour cible les forces armées et les populations civiles. Comment l'expliquer? Unbelievable, comme disent les British. Ça dénote à l'instant, Issa, à travers ses propos, a dit, voyez-vous, maintenant, initialement, pour cette zone dont nous maîtrisons vraiment, c'est dire qu'à un moment donné, ces groupes-là ne s'en prenaient qu'au symbole de l'État. Vous l'avez si bien dit, au véhicule de l'État, les forces de défense et de sécurité. Maintenant, voyez-vous, ils ont réadapté leur stratégie d'attaque en s'en prenant aux véhicules des projets ONG et jusqu'aux véhicules de transport, notamment des marchandises, tout comme les passagers, les populations civiles. Donc, c'est de trouver la parade pour que ces groupes-là ne puissent vraiment... déjà, vous savez, ils ont eu à adopter pendant la saison des pluies en s'attaquant aux cultivateurs. Et la preuve, vous avez vu ce que nous subissons comme crise alimentaire et nutritionnelle en ce moment. Bref, c'est dire qu'il faudrait que vraiment les dispositions soient prises et appliquées les dispositions sécuritaires. Par exemple, pour ce cas de véhicule-là, selon des contacts locaux là-bas, ce véhicule, le propriétaire de ce véhicule-là, à un moment donné, ravitaillait ces mêmes groupes-là en carburant. Et il a séjourné à la cellule antiterroriste là-bas. Là. Donc, quelle ne fut la surprise des gens que ce même véhicule soit livré et libéré une semaine plus tard pour reprendre ces mêmes activités. Même si le conducteur... Vous voulez dire qu'il faut constituer un convoi?
convoi, moi je pense, bon, avant de constituer ce convoi-là, il faut sécuriser les lieux. Parce que quelque part, les convois, ça met un véhicule de transport, par exemple, de marché. A-t-il les moyens, parce que ça induit des frais maintenant pour établir un convoi, ce serait à la charge de qui? Pas quand même à celui qui cherche à assurer sa pitance quotidienne. D'abord, avant d'en arriver à même instaurer ce convoi, il faut la sécurisation des lieux, des personnes et des biens. Parce que c'est inadmissible que maintenant, il s'adonne aux véhicules de transport des marchandises et des populations. Donc vraiment, ça dénote à quel point la situation est assez préoccupante et elle continue à l'être. Et ce sont ces mêmes populations, les pauvres, qui en paient le lourd tribut. Issa Madougou, la région de Tillabéri demeure instable malgré les efforts pour tenter de la sécuriser. Ousmane Sidikou l'a rappelé tout de suite. Qu'est-ce qui ne marche pas selon vous? C'est la stratégie tout simplement. Il faut revoir la stratégie. Il faut revoir la stratégie, il faut mettre aussi les communautés en contribution. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des zones d'ombre par rapport à la montée en puissance du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans dirigés par Yahya Gagaoui. Parce que, il faut le dire, autant où El Sarawi opérait bien dans la zone. Moi, j'ai séjourné dans la zone et j'ai discuté avec des communautés qui ont dit que, autant de El Sarawi, quand il vient même dans les puits, il dit que moi, je n'ai rien contre vous. Moi, on est dans une dynamique de création. Ce n'est pas le fait de faire l'apologie de ces gens-là, loin de là. Mais c'est pareil pour dire que le GICM a un projet bien caché. C'est quoi? La première des choses, c'était de faire peur aux gens pour que tout d'abord les gens quittent. Terroriser les populations. Créer la piste pour que les gens quittent leur habitation. Deuxièmement, ceux qui insistent, qui développent des stratégies de résilience pour continuer à vivre dans ce contexte d'hostilité, que ces gens-là puissent être carrément tués. À travers l'incendie des greniers, le vol de bétail. On a créé, c'est Dieu qui l'a rappelé tout à l'heure, on a créé la psychose jusqu'à aller empêcher les gens de pratiquer leur activité. Parce que l'agriculture et l'élevage qui occupent cette zone. Aujourd'hui, avant, des animaux quittent jusqu'au Bobo pour aller perdre dans cette zone, puisque cette zone est réputée vraiment pour la qualité de l'eau et pour la qualité du pâturage qu'il y a là-bas. On a fait en sorte qu'il y ait un no man's land, que entre la frontière du Niger et le Mali, que la majorité des villages puissent quitter. On ne peut pas comprendre qu'il y ait vraiment cette recrudescence de massacres. Quand on compte du dernier trimestre de 2021 à aujourd'hui, on compte plus de 200 morts dans cette zone. Et on nous dit que non, c'est toujours des hommes armés non identifiés. Tout le monde le connaît. On voit leur communiqué qui circule pour dire que non, on a fait telle attaque, ce sont des moujahidines, un truc comme ça. Mais moi, je pense que le problème que vit le Sahel, il faut qu'on va au-delà du débat. Qu'on essaye d'analyser, de creuser du débat de sécuritaire. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a cette recrudescence de l'insécurité qui empêche? Qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, nos pays sont en train d'être guidés et orientés vers une autre problématique que de pouvoir penser réellement à des questions de développement et de bonne gouvernance. Je fais un petit rappel, si vous me le permettez. Oui, allez-y rapidement. Si vous vous rappelez, en 2013, quand il y a eu le sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Dakar, le président nigérien à l'époque, Mahamadou Issoufou, et Mahamadou Dramani du Ghana ont eu la charge de conduire la task force pour aboutir à la création de la monnaie unique. De la CEDEAO. On a attendu pendant 7 ans tout un travail de va-et-vient que vous voyez entre le président nigérien au Accra ou bien le vice-président du Ghana au Niger ou bien le président ghanéen au Niger. Après 7 ans de travail, on a attendu à une période propice en 2020 pour mettre en échec ce projet. Aujourd'hui, toute cette problématique est liée à cette indépendance économique que nous cherchons. On veut tout simplement parce que la France n'est rien sans le CFA. La France aujourd'hui, c'est quoi? Mais qu'est-ce que la lutte contre le CFA vient faire dans le cadre de la lutte contre l'insécurité? L'insécurité, tout le monde est en train de le dire aujourd'hui. Pourquoi l'insécurité est entretenue et pourquoi on dit que c'est la France? C'est parce que la France ne veut pas que nos pays s'intéressent à des questions de développement
économique, sociale et de bonne gouvernance, que nos pays soient focalisés sur des problématiques, la diversion, que nos pays soient focalisés sur des problématiques dont ils ont eu du mal à appréhender les causes, encore plus ou moins créer des dynamiques pour la résolution de ce problème. Et c'est ça l'insécurité que nous vivons. Si aujourd'hui ça persiste et que les gens accusent la France, c'est parce que les gens sont dans leur droit. En avant, qu'est-ce que la France a fait? La France a entretenu des rapports plus ou moins qui ne sont pas très clairs avec des gens qu'on sait que c'est des hommes hors la loi. Quand vous vous rappelez en 2013, l'ambassadeur Christian Rouet, français qui était au Mali, quand l'opération Serval était en cours, quand ils ont empêché Ofama de rentrer à Kidal, quand il a dit attendez, il faut qu'on fasse très attention à ce qu'on est en train de faire. Il a été démis de ses fonctions. Chogol l'a rappelé. Laurent Bigot était parmi aussi des victimes parce qu'avec leur franc-parler pour dire que c'est que la politique française qu'ils sont en train de mener, ce n'est pas conforme aux réalités africaines. Et voilà aujourd'hui, tellement qu'ils sont en avance sur la communication sur nous, ils disent aujourd'hui pour dresser nos intellectuels. Moi, vous allez m'excuser du terme, c'est ce que Kérékou appelle les intellectuels tarés qui n'ont de légitimité que par rapport à la réaction de la France, qui ne font pas office d'apporter une plus-value pour leur pays. Aujourd'hui, pour les embobiner, on parle plus de sentiments français au Sahel. Alors que anti-français, les gens ne sont pas contre un Français. Un citoyen français, personne ne contre un citoyen français, personne ne déteste. Mais c'est la politique française, les rapports que la France a avec nos États que les gens dénoncent. Parce qu'aujourd'hui, toute la problématique s'est résolue. Oui, mais avec le redéploiement de la force Barkhane et Takuba dans la région de Tillabéri aussi, est-ce qu'on peut espérer le retour de la sérénité, de la sécurité dans cette zone qui a tant souffert de l'insécurité? Mais écoutez, Mokhtar, il ne faut pas rêver. Ce qu'ils n'ont pas pu faire en Évent au Mali, ils ne vont pas le faire encore au Niger. Aujourd'hui, la problématique, c'est que cette région... Vous êtes pessimiste là? Non, moi je suis pessimiste parce que je suis d'accord. C'est pour cela que je refuse même parfois de commenter cette actualité parce que moi j'étais d'accord avec le président de la République lors de sa première visite en France où devant Macron, il a dit que nous n'avons pas besoin de présence au sol de force. Voilà de ce dont nous avons besoin. Et à notre grande surprise, ce n'est même pas en présence de notre président. Celui que les Nigériens ont élu pour 5 ans pour présider aux destinées de notre pays. Non, c'est en présence d'autres valets de la France qui ont tripatouillé les démocraties de leur pays. Les constitutions. La démocratie même en tant que telle. De leur pays, qui viennent faire l'annonce. C'est comme si on impose aux Nigériens. Il faut que ça s'arrête. Aujourd'hui, la légitimité de nos dirigeants, ils ne l'attirent qu'auprès de leur peuple, pas auprès de la France. Soit nous acceptons aujourd'hui de regarder en face et de faire attention à savoir dans quelle direction nous allons converger ou bien nous allons accepter de mourir ensemble ici à Niamey. Parce que vous voyez aujourd'hui tout à l'alentour du Niamey, aujourd'hui la circulation reste très difficile. Vous avez vu ce qui s'est passé à Bani Bongo? Sauvons Bani Bongo, sauvons Torodi, sauvons Terra, ou bien acceptons de mourir tous à Niamey. Hassan Boukara, certains observateurs estiment que les autorités nigériennes doivent adopter une approche plus politique, incluant dialogue, réconciliation entre communautés. Est-ce une solution? Je pense que cette solution, les gens la proposent en face de l'échec de la solution militaire. Je pense que ce qu'on a essayé depuis 10 ans, c'est la solution militaire. Donc aujourd'hui, tout le monde est d'accord que la solution militaire a échoué. Donc il faut faire autre chose. Comme les Maliens ont pensé que si ça ne va pas avec la France, il faut changer. Il faut forcément faire autre chose. Et c'est pour ça que c'est dommage. Aujourd'hui, tous les débats autour de Barkhane, c'est toujours la continuation de la solution militaire. Je pense qu'une des choses qui a été dite, c'est par exemple d'essayer d'améliorer l'accès aux services publics dans ces zones, que les gens aillent à l'école, n'est-ce pas, qu'il y ait un minimum de présence de l'État dans ces zones, un minimum de présence de l'administration, de développer la citoyenneté, que les gens se sentent appartenir à un pays, etc., etc. Il y a tout un travail, c'est vrai, qui ne peut pas se faire à court terme. C'est un travail de moyen et de long terme, il faut le faire. Je comprends dans une certaine mesure que lorsque la guerre frappe à la porte, il faut parer au plus urgent. Donc ça devient un peu compliqué. Mais à mon avis, aujourd'hui, 10 ans de guerre contre ces groupes armés montrent d'abord
qu'on a vraiment, du point de vue militaire, du mal à trouver la solution. Oui, Hassan Boukara, est-ce que c'est facile de dialoguer avec ces groupes armés? Si c'est ça le prix pour la paix, il faut dialoguer. À mon avis, la paix, si c'est à ce prix qu'on a la paix, il faut dialoguer. C'est des ressortissants de ces pays, c'est de discuter. Ce sont des enfants du terroir. Voilà. Si on pense qu'en dialoguant, on met fin. Regardez cette zone de Tillabéri, de Banibangou, tout de suite, il s'est rappelé. La mort au quotidien, 100 personnes, 200 personnes qui meurent par an. Vous ne pouvez plus mener des activités, vous ne pouvez pas vous déplacer, vous ne dormez pas tranquille. Le territoire, vous le perdez. Vous avez combien d'éleveurs qui ont bradé les troupeaux parce que tu ne peux plus garder les troupeaux, les gens payent. Mais c'est vraiment difficile, c'est presque l'enfer sur terre déjà pour les gens. Et donc, s'il faut discuter avec ces gens, je pense qu'on l'a déjà fait. On a eu des rébellions avec lesquelles on a discuté, non? Dans certains cas, ça a permis au moins. Voilà. Des fois, il y a eu des repentis. Voilà, il y a eu des repentis. Donc, à mon avis, la paix n'a pas de prix. S'il faut discuter avec eux. Et je rappelle que ça a aussi une histoire, ce débat. Ce sont les Français qui ne voulaient pas de ces débats. Oui. Ça avait commencé au Mali. Bon. Les autorités maliennes étaient dans une prédisposition de dialoguer, mais... C'est ce que je disais, c'est l'ego du président à ne pas vouloir revenir et discuter d'égal à égal avec les autorités. Vous n'avez pas la parole. Toutes les guerres finissent sur une table de négociation. Il faut même les grandes guerres, première guerre, deuxième guerre, etc. Il y a toujours un moment où... Donc, à mon avis, s'il faut discuter avec ce groupe pour mettre fin à la guerre, c'est une guerre fratricide, c'est entre les ressortissants d'un même pays, d'une même communauté. Il faut discuter et puis mettre fin à la guerre. Je pense qu'on a payé un lourd tribut, que ce soit les forces armées, les populations civiles, d'un point de vue économique, sur la cohésion sociale. Ça a quand même coûté cher dans cet espace sahélien en 10 ans. S'il faut simplement discuter avec ces groupes pour mettre fin à ça, oui, à mon avis, il faut le faire. Ousmane Sidoukou, vous êtes du même avis? Tout à fait, c'est ce que nous disons. Donc, il aurait fallu que les Français ou bien le président français fasse abstraction de son ego surdimensionné. Parce que c'est de bonne guerre quand les autorités maliennes ont constaté qu'après tant d'années, l'insécurité ne fait que s'accroître. Il y a recrudescence de cette insécurité. Maintenant, c'est de revoir les accords qui les liaient. Peut-être qu'ils n'ont jamais pensé, même dans leurs rêves les plus fous, à ce que les colonels maliens puissent prendre cette décision-là. Et surtout, le fait de leur intimer l'ordre de quitter sans délai. Je pense que leur ego en a pris un sérieux coup et vivement que l'exemple malien fasse tâche de... Issa Madougou, 10 secondes. Pour ajouter quelque chose, quand vous disiez, est-ce qu'il faut entamer des pourparlers? Évidemment, on peut le faire. Même dans le Sahel aujourd'hui, on le sent que même les groupes armés aujourd'hui, il y a certains leaders qui sont dans leur pays qui n'arrivent pas à comprendre l'agissement de leurs leaders qui sont restés de l'autre côté. On a vu aujourd'hui le cas des repentis à Difa. On a vu aujourd'hui cette dynamique au Nigeria. C'est en train de marcher. Ce sont des humains. Donc, on peut négocier bel et bien avec eux. Hassan Boukar. Alors, une des raisons, par exemple, pour laquelle un pays au Sahel n'est pas touché, en l'occurrence la Mauritanie, les gens pensent que c'est parce que ce pays a parlé avec ces groupes. C'est en tout cas, à tort ou à raison, la raison qui est donnée officiellement. On observe une courte pause. Enfin, le dernier sujet du forum de la presse de ce soir est relatif au point de presse samedi de l'avocat de Mahaman Ousmane, candidat à l'élection présidentielle de 2021 au Niger, dont il conteste toujours les résultats. Le candidat déclaré vaincu au deuxième tour de la dernière élection présidentielle organisée en février 2021, Mahaman Ousmane s'est réjoui de l'évolution de son procès contre l'État devant la Cour de justice de la CEDEAO, dans lequel il réclame la victoire contre le chef de l'État actuel, Bazoum Mohamed. Reconnaissant que c'est une situation qui paraît insolite que des élections soient contestées par des voies de droit, Mahaman Ousmane a fait prévaloir que ce choix se justifie par son attachement personnel à la paix et à la sécurité et à des valeurs de droits humains. Issa Madougou, que faut-il comprendre au sujet de cette procédure judiciaire du candidat à la dernière présidentielle, Mahaman Ousmane, devant la Cour communautaire de la CEDEAO? Oui, Mokhtar, comme il l'a dit dans son point de presse,
qu'il est épris de paix et de justice et imbu des valeurs démocratiques. C'est pour cela qu'il a entamé cette procédure. Bon, moi je suis d'accord un peu sur ce que ses propos. Oui, si c'était d'autres, ils allaient appeler à la violence, à des manifestations de rue, mais quand même, on salue un peu, c'est vraiment cette attitude de prôner la paix. Mais moi, selon vous, c'est une démarche porteuse? Je ne crois pas. Je ne crois pas, puisque pour moi, aujourd'hui, cette Cour de CEDEAO, même si elle rend des décisions, elle ne peut pas obliger un pays à travailler avec ces décisions. Aujourd'hui, on a vu plusieurs cas, dans plusieurs affaires où la CEDEAO dit, on a plusieurs cas qu'on a vus, même au Niger, où aujourd'hui les gens attendent à ce que le gouvernement prenne en compte ces décisions. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut être un peu très objectif par rapport à ce qu'on fait. Il faut aller au-delà de ces contestations. Le président va fêter bientôt c'est 1 an de prestation de serment. Moi, je pense qu'il faudrait qu'eux, ils reviennent pour jouer valablement leur rôle d'opposant, à proposer aujourd'hui des propositions, à faire en sorte qu'il y ait ce dialogue politique. C'est la première des choses, parce qu'aujourd'hui, le fait qu'on a fermé ce robinet, que ces gens puissent discuter. Quel robinet? Le CNDP, vous voulez dire? Oui, c'est parce qu'il faudrait qu'il y ait le dialogue. Le dialogue est tout nécessaire dans un pays. Aujourd'hui, notre pays fait face à beaucoup de défis. C'est leur droit de contester et aller devant les juridictions. Mais moi, je pense qu'aussi, il leur incombe de jouer valablement leur rôle d'opposant, à venir faire la lutte et en jouer vraiment à ce qu'il y ait cette démocratie, qu'il y ait ce dynamisme de la démocratie nigérienne. Parce qu'aujourd'hui, le Niger a besoin de tous, que vous soyez opposant, acteur de la société civile, que vous soyez au pouvoir. Mais il revient également aujourd'hui aussi au pouvoir de créer les conditions. Parce qu'il ne suffit pas, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, on est plus dans le discours que dans les actions. Qu'il crée les conditions pour qu'aujourd'hui tous les acteurs de la scène politique se retrouvent, qu'il n'y ait pas d'exclusion, qu'il y ait le respect de ces libertés, que tout le monde se retrouve sur une table et de discuter sur des sujets majeurs qui concernent la vie de la nation. Ousmane Sidikou, qu'il faut-il comprendre quand Mahaman Ousmane disait qu'il se réjouit de l'évolution de sa plainte devant la Cour de justice de CEDEAO? Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Bon, n'ayant pas cette boule de cristal, lui seul peut-être pourrait vous en expliquer concrètement les dessins qu'il nourrit à travers même la démarche entreprise. Ça me rappelle une des parutions d'une des manchettes à l'époque de ces élections. Maman Ousmane, pire avocat de Maman Ousmane, parce que tantôt il dit une chose, tantôt il va dire l'autre. Bon, l'un de l'autre, c'est dire que, honnêtement par là, moi je pense que la galerie a été assez amusée. D'ailleurs, j'ai même une question et souvenance que l'actuel président de la République, il a signé un décret accordant un certain nombre de privilèges et avantages aux anciens chefs d'État. Donc, si réellement il a accepté, puisque c'est un ancien chef de l'État, moi je pense qu'il doit consolider et il doit avancer. Donc, l'un de l'autre, moi je pense que d'ailleurs même il doit consolider et avancer. Si tant est qu'il continue à bénéficier des retombées du récent décret signé par l'actuel président aux anciens chefs d'État et présidents. C'est dire que le fait même de faire recours à l'instance juridique de la CEDEAO, elle est où avant même que les élections ne soient organisées, à travers même la gouvernance des chefs d'État. Est-ce que la CEDEAO a une fois pipé mot ou bien a interpellé les différents chefs d'État qui, à travers leur gouvernance, n'étaient pas du tout ça? L'un de l'autre, c'est dire que franchement, le Niger n'a pas besoin de ça. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus urgent. Non, donc, selon vous, il n'y a pas de miracle à espérer? Il ne faut pas se voiler la face quand même, Mokhtar. Moi, je pense que le cadre, gageons que le cadre soit créé, la reprise des échanges, notamment au sein du CNDP et du CNDS, pour que vraiment chacun puisse jouer sa partition, créer les voies et moyens pour sortir le Niger des sentiers battus, car nombreux sont les défis, notamment les défis sécuritaires. Hassan Boukara, au regard des dispositions des textes communautaires qui interdisent et qui condamnent les coups d'État, nous sommes
sur la bonne voie pour un règlement pacifique de ce conflit, a indiqué l'avocat de Mahaman Ousmane, maître Lerwana Abdraman, au cours de ce point de presse. Que faut-il comprendre à travers cette déclaration de la défense de Mahaman Ousmane? Pour moi, cette démarche de Ousmane a un avantage. Rappelez-vous que sur le continent, de façon générale, les litiges, les contentieux électoraux se règlent dans la rue. C'est-à-dire, on a vu des opposants s'autoproclamer. Je crois que c'est au Togo où un opposant dit même au Gabon, au Gabon. Au Gabon. On a vu comment Kanto a contesté les élections au Cameroun. On a vu comment les opposants en Guinée, au Sénégal, rappelez-vous, des dernières élections auxquelles Abdoulaye Wade a passé. En fait, pour les oppositions africaines aujourd'hui, la voie judiciaire est une voie perdue d'avance. C'est-à-dire, ça relève de nos conceptions selon laquelle la justice fait partie du système et que les verdicts des juges vont toujours dans le sens des dirigeants. Alors, voilà quelqu'un, lui, comme il l'a dit, qui choisit une voie singulière. Il met à l'épreuve la seconde voie. C'est-à-dire qu'il consiste à dire, mais tout le monde dit que la voie judiciaire ne porte pas, que c'est une perte de temps. Lui, il met à l'épreuve la voie judiciaire, il va aller jusqu'au bout. Il est vrai que le verdict dépend de la solidité de son dossier, de la façon dont il a pu avoir les preuves, puisque beaucoup de gens se sont posé des questions aussi sur les dernières élections. Il n'y a pas que les opposants. Mais certaines choses, vous ne pouvez pas les matérialiser devant un juge et avoir un verdict. Alors, il a déjà épuisé la procédure au niveau national. Il a peut-être dû affiner ses arguments. Je ne sais pas très bien sur quoi il repose pour dire qu'il était content de ce qui se passe à la CEDEAO. Mais pour moi, ça va clarifier aujourd'hui le fait que la deuxième voie, on peut peut-être aussi la suivre. Peut-être que ça peut donner des résultats. Je ne me fais pas aussi beaucoup d'illusions. Mais je me dis, lui au moins, cette démarche aidera à dire aux opposants, est-ce que c'est aussi porteur d'essayer la voie judiciaire? Au moins, si à la fin, peut-être que ça va confirmer, les gens vont dire, mais on a toujours dit que la voie judiciaire ne porte pas. Peut-être que c'est ça la conclusion. Mais lui, au moins, il ira jusqu'au bout. Et cette procédure permet de clarifier un débat, à mon avis. Ousmane Sidikou, comment davantage promouvoir le respect des textes et les lois de la République? À travers une bonne gouvernance, Mokhtar. Il n'y a pas 36 solutions, comme dirait l'autre. Aujourd'hui, si ces mêmes textes et lois de la République sont appliqués sans pour autant qu'il y ait l'immixtion du politique, moi je pense que vraiment il n'y a pas 36 solutions. Il faudrait que nous revenions sur vraiment la pratique de la bonne gouvernance. C'est là où j'interpelle nos gouvernants vraiment à se sentir beaucoup plus redevables envers leur population qu'aux puissances colonisatrices. Parce qu'in fine, même s'ils pensent avoir le quitus du colon ou bien de la puissance colonisatrice, c'est-à-dire la voix du peuple est toujours la voix la meilleure et d'aucuns pensent même la plus forte. Donc vraiment, c'est de mener cette gouvernance-là dans les règles de l'art. Quand vous avez vu le cas malien assez illustratif, vous voyez la marée humaine, c'est parce que les tenants actuels de la transition, ils ont le soutien indéfectible de leur peuple. Alors quand vous avez le peuple derrière vous, rien ne doit vous effrayer. Hassan Boukar, juste un mot, 30 secondes. Je pense que les textes, il faut les respecter à travers... Mais le problème que ça pose, en particulier sur les élections, regardez au Mali, la justice a validé tout le processus avant que le coup d'État n'intervienne. Et donc on a aujourd'hui une institution judiciaire qui joue sa crédibilité, qui joue son avenir aussi, que ce soit à travers le processus électoral ou d'autres, où finalement, il faut que la justice travaille aussi à convaincre les citoyens. C'est-à-dire que le fait de dire c'est une décision de justice, elle s'impose à tout le monde, on voit que ça ne vide pas le débat. Il faut que la justice travaille aussi pour son image et pour sa crédibilité. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités. Issa Madougou, journaliste indépendant. Ousmane Sidikou, journaliste indépendant également. Et Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h sur
sur nos 52 radios et 7 télévisions partenaires pour suivre le programme des jeunes avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, le forum en Hausa et dimanche le forum en Zarma à la même heure. Merci aussi à la technique, régissons assuré par Mustapha Ayouba et à la réalisation Seini Isaka. Merci, au revoir.